Ah, je sais pas. Vous entendez ou pas? Non? Oui? Faut que ça chauffe un peu. Est-ce que vous entendez là? Bon. Est-ce que vous entendez? Bah, il marchait tout à l'heure, c'est possible, oui, c'est vrai, mais bon. Ah non, c'est ça, 5 minutes. Quoi? Allez-y. Oui, mais c'est celui-là qui c'est le mien. Monsieur Jean-François Soyer. Madame Marjorie Parassi. Monsieur Eddy Godot. Monsieur Andy Crédit. Merci, monsieur le directeur général. Alors, nous avons, mes chers collègues, à désigner notre secrétaire au bénéfice de l'âge, Madame Océane Lévesque étant absente. Je vous propose la candidature, à l'insu de son plein gré, de Laura Delplanque, qui en est particulièrement ravie. Voilà. Vous êtes d'accord, pas d'objection? Les bénéfices de l'âge, ça n'est contesté par personne. Ça, ouais. Toutes nos félicitations, chère Madame Delplanque. Vous avez reçu, mes chers collègues, aussi le procès-verbal du 18 octobre 2023. Je suppose que vous avez été, vous avez fait déjà vos remarques auprès des services. Est-ce qu'il y en a d'autres à formuler? Non? Donc on peut se prononcer, on l'adopte? Merci. S'agissant du Conseil du 30 novembre dernier, son procès-verbal n'a pas encore été finalisé. Celui-ci sera donc soumis à votre approbation lors de notre prochaine séance. J'ai quelques communications. D'abord, une information, chers collègues, vous avez pu trouver sur vos tables un fascicule intitulé « Guide de la déontologie des élus municipaux ». Il a été réalisé sous la houlette de Madame Marie-Christine Ringotte, notre référent déontologie, afin que vous puissiez mieux appréhender les principes déontologiques
parfois difficiles à cerner et simplifier ainsi leur appropriation pour mettre en œuvre les bonnes pratiques. Voilà. Merci. Alors ensuite, dans mes communications, il y a aussi les délibérations métropolitaines. Lors des instances de l'AMEL, plusieurs délibérations qui concernent Ouettrelos me paraissent devoir être portées à la connaissance de notre Assemblée. D'abord, au bureau du 20 octobre 2023, une délibération, la 23B 360, qui permet l'attribution d'un fonds de concours de 7 802,12 € pour contribuer à la réfection de la toiture de la salle Lyoté. Au bureau du 15 décembre 2023, 3 délibérations me paraissent mériter d'être signalées. La 23B 381, c'est un fonds de concours transition énergétique et bas carbone qui prévoit une subvention de 49 711,20 € pour notre programme de rénovation de 600 points lumineux d'éclairage public, programme d'un coût de 124 278 € hors taxe. La 23B 428, cette délibération valide l'incorporation d'un bien 100 mètres dans le patrimoine métropolitain situé au 23C Cité Lefebvre, rue Claude Webb. Ce bien est dit 100 mètres du fait du décès de plus de 30 ans de ses propriétaires. La SPLA, la Fabrique des Quartiers, assurera le portage foncier de cette maison avant travaux. Enfin, la 23B 435, dans le cadre du schéma directeur métropolitain de vidéoprotection urbaine et en vertu du plan de soutien financier de l'AMEL, la délibération permet l'attribution d'un fonds de concours de 24 705,27 €, soit 30% des dépenses éligibles sur notre projet de 88 324,50 €. Au Conseil du 15 décembre, là, il y a 5 délibérations et vous verrez qu'elles sont d'autant plus importantes. La 23C 373, c'est un CRAC, c'est-à-dire c'est le compte-rendu d'activité 2022 de la concession d'aménagement de la ZAC Union. ZAC créé le 7 avril 2006. Cette concession, dont le terme est pour l'heure fixé à mai 2025, est un projet intercommunal d'aménagement prévoyant la commercialisation de 322 000 m² de surface de plancher, aujourd'hui réalisée à 71%, et ambitionne 91% d'ici mai 2025. Le nouveau bilan prévisionnel est de 247 853 344 € hors taxe. Je rappelle que le fait majeur de la période récente est l'engagement de la cession du lot Terken, qui fait d'ailleurs l'objet en ce moment de consultations urbanistiques. Pour l'heure, la participation de l'AMEL, sous ses différentes composantes, équipement public, participation globale, apport en nature, est de 138 932 000 €. La 23C 451, enfin, dans le cadre du plan Piscine 2, qu'elle a décidé par délibération, la 22C 460 du 16 décembre 2022, la métropole européenne de Lille s'est fixée, je cite, pour objectif de construire des piscines pouvant accueillir les clubs de haut niveau métropolitain et participant avec les communes à la politique d'apprentissage de la natation pour les scolaires. Le 9 février 2023, notre conseil municipal a acté la candidature de Ouettrelos pour une telle piscine sur le site de la Cité des Sports. Par la présente délibération, votée à l'unanimité du Conseil métropolitain ce vendredi 15 décembre, le Conseil de la MEL a décidé l'intérêt métropolitain du projet ouettrelosien. C'est la bonne nouvelle de cette fin d'année. Ouettrelos va redisposer d'une piscine. Le projet d'équipement est un chantier de l'ordre de 14 millions d'euros. La MEL en paye 70% et la ville y participe pour 30%. Le personnel est complètement pris en charge par la MEL, laquelle assure la couverture de 50% du déficit de fonctionnement résiduel, 50% restant à la charge de la ville. Nous allons maintenant travailler avec les équipes de la MEL sur les plans, la définition des maîtrises d'ouvrage et les marchés à venir. Dès que cela sera possible, Monsieur Jean-Philippe Dumoulin, conseiller spécial auprès du maire, conseiller délégué aux équipements sportifs, présentera à notre conseil
une communication à l'un donc de nos prochains conseils. La 23B 452, la délibération assure, comme chaque année, le soutien aux offices de tourisme de la métropole pour 2024 avec 86 434 € pour l'office de tourisme de Wattrelos. Enfin, la 23C 462 et 463, ce sont les délibérations miroirs, si j'ose dire, de celles que nous voterons tout à l'heure sur, d'une part, la convention de transfert de gestion du cimetière métropolitain et, d'autre part, la modification du tarif des concessions funéraires applicables en 2024. Voilà, mes chers collègues, j'en ai terminé avec ces informations qui me paraissent essentielles à vous communiquer. Nous en arrivons à l'ordre du jour. Je soumets à l'Assemblée l'organisation suivante des débats sur les projets de délibération concertés avec les responsables des groupes. Une intervention du groupe Rassemblement National Wattrelos sur le rapport 32 de mémoire. Je vous rappelle qu'il s'agit du ROB. Je n'ai pas eu de connaissance d'autres demandes d'intervention. Y en a-t-il? Non. Donc je mets donc aux voix le déroulement de cette séance. Il y a des votes contre? Des abstentions? Il en est donc ainsi décidé et j'en appelle donc à l'ordre du jour. Je précise que les rapports présentés ont été soumis à l'examen des commissions Finances, Économie et Administration Générale, Développement durable, Urbanisme et Travaux, et Éducation, Jeunesse et Sport. Madame Guilbert devant, comme je le disais tout à l'heure, nous quitter, et donc je lui ai fait la faveur de l'autoriser à faire cela parce qu'elle arrivait en 25e position, ce qui n'était quand même pas assuré pour partir très tôt. Donc devant nous quitter, disais-je rapidement, mais c'est pour une bonne cause. Je vous propose, mes chers collègues, de passer directement au rapport numéro 25 de l'ordre du jour, mais je vous rassure, on reviendra sur les 24 autres juste avant. Madame Guilbert, je vous passe la parole. Merci, Monsieur le maire. Cette délibération a pour objet de réactualiser deux conventions qui existent entre la restauration et les centres sociaux concernant les accueils collectifs de mineurs. Donc, la première convention avait été présentée au conseil municipal du 28 décembre 2012 et elle organisait la prestation de restauration pour les accueils de loisirs des centres sociaux. La deuxième convention, présentée le 29 mai 2019, déterminait les conditions de livraison des repas aux enfants de la halte garderie du centre social de l'Avenir. Donc cette délibération permettra de mettre au goût du jour les clauses de mise en œuvre. En effet, la restauration s'effectuera désormais dans les restaurants scolaires et non plus dans les centres sociaux. On élargira les possibilités de recours à ce service pour mieux répondre aux nouveaux besoins, notamment à celui du centre social de la Mousserie suite à l'incendie. Et on unifiera les deux démarches, donc centre aéré et halte garderie, en une seule procédure pour simplifier la lisibilité, les démarches et le suivi. Les tarifs, quant à eux, sont prolongés. J'en ai fini, Monsieur le maire. Merci, chère madame. Je n'ai pas été saisi de demande d'intervention. Avant de mettre aux voix, il est évident que M. Chagnani ne prendra pas part au vote et il m'en excusera. Mais il vaut mieux pour lui, comme pour moi, d'ailleurs. Voilà, donc je mets donc aux voix cette délibération. Est-il des votes contre? Des abstentions? Elle est donc adoptée à l'unanimité. Merci, madame. Vous pouvez donc partir. Mais si vous voulez rester encore quelques minutes, vous le pouvez. Et donc, à partir de maintenant, c'est Myriam Desmet qui prend votre délégation. Merci. Et d'ailleurs, sans plus attendre, comme vous voyez, la transition est bien faite. Madame Desmet, je vous passe la parole. Vous avez 7 rapports à nous présenter. Merci, monsieur le maire. Tout d'abord, 4 délibérations qui concernent les ressources humaines. Rapport numéro 1. Une première délibération technique qui apporte des précisions à une précédente délibération sur le RIFSEP. Il s'agit ici de préciser les agents exclus du RIFSEP et qui bénéficient de leurs propres primes, à savoir les métiers de la police, les contrats de droit privé, les collaborateurs de cabinet. Rapport numéro 2. Une délibération importante pour nos agents. Mes chers collègues, un décret de 2022 prévoit la participation obligatoire des collectivités au contrat de prévoyance de leurs agents à compter de janvier 2025. Vous avez, monsieur le maire, souhaité anticiper cette mesure au 1er janvier 2024. Il s'agit donc ici de valider cette possibilité pour chaque agent d'adhérer à un contrat de prévoyance dès le 1er janvier 2024, l'adhésion au dispositif du centre de gestion et la signature d'une convention avec le CDG, et d'acter la participation financière au financement du contrat,
À noter que cette participation sera supérieure de 50% au minimum fixé par l'État. Délibérations 3 et 4. 2 délibérations comme chaque année qui vont permettre de déterminer les ratios promouvables pour les avancements de grade et la modification du tableau des effectifs, la création des postes pour permettre l'intégration des agents promus. À noter que ces 4 délibérations ont bien sûr été toutes validées en comité social territorial le 12 décembre 2023. Le rapport numéro 5 concerne la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale. 2022, celui-là. La ville perçoit une dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale. Cette dotation doit permettre de contribuer à l'amélioration des conditions de vie dans les communes urbaines confrontées à une insuffisance de leurs ressources au regard de leurs charges élevées. Il s'agit d'une dotation non affectée libre d'emploi d'un montant de 8 213 501 € pour 2022. C'est une dotation importante pour notre ville, en passe de devenir, d'ailleurs, la première dotation perçue par la ville. Il appartient aujourd'hui au conseil municipal de prendre acte de la présentation d'un rapport annuel qui reprend l'évolution des indicateurs relatifs aux inégalités, mais aussi qui reprend les actions mises en place et les moyens qui y sont affectés. Le rapport annexé met l'accent sur 11 champs thématiques spécifiques et les moyens qui y sont affectés. C'est aujourd'hui pour moi une fierté de vous faire une présentation succincte mais éclairante sur ce qui est mis en œuvre sur notre territoire au titre de cette DSU. Et avant toute chose, je tiens à remercier les services pour la qualité du travail. Vous avez tous été destinataires du rapport. C'est un beau document étayé par des données précises et chiffrées, une belle image des actions portées sur notre territoire. J'ai fait le choix cette année de faire 2 focus. Un premier focus sur la réussite éducative avec un objectif fort, affiché, de construire pour chaque enfant, chaque jeune, un parcours de réussite et de soutenir les publics en difficulté. Les actions mises en place se développent de façon complémentaire au sein et en dehors de l'école. En témoigne la nouvelle organisation mise en place en 2022 concernant les ATSEM dans les écoles maternelles, 48 agents déployés pour les seules activités pédagogiques et un pôle de remplacement. En 2022 toujours, la mobilisation d'une équipe éco-animateur pour accompagner les enseignants et développer dans toutes les classes maternelles et élémentaires des actions éco-citoyennes. Ces animateurs viennent s'ajouter aux animateurs de sport ou artistiques qui intervenaient déjà depuis de longues années dans les classes. Un programme de réussite éducative renforcé avec des actions préventives, psychomotricité, ergothérapie, éducative, sophrologie, qui vise à donner à chaque enfant sa chance d'un parcours scolaire réussi. En témoigne, il y a quelques jours, Monsieur le maire, où nous étions ici réunis avec les enfants et leurs parents pour la réception annuelle de lancement du dispositif de coup de pouce. C'est 72 enfants de CP de la ville qui seront accompagnés en lecture toute l'année. Et ça marche. C'est 100% de réussite pour ce dispositif. Un deuxième focus concerne les solidarités. Avec la mise en place en 2022 d'un nouveau règlement des aides sociales facultatives et des nouveaux barèmes de déploiement, d'un nouveau panel d'aides en adéquation avec les besoins nouveaux des Wattrelousiens, comme des aides au paiement des factures, des aides à la mobilité, des aides dites coup de pouce, caution locative, frais de santé ou autres. Pour accompagner cette évolution, de nouveaux barèmes ont aussi été adoptés. Exemple, le reste à vivre est passé de 6 € à 8,50 € où les chèques d'accompagnement personnalisé sont passés de 40 à 60 €. Par ailleurs, pour être au plus près des Wattrelousiens, 2 antennes sont déployées dans les mairies de quartier Sapin-Vert ou Beaulieu. Et ces évolutions se poursuivent, puisque notre collègue Benjamin Cailleret nous a présenté, au dernier conseil, le nouveau projet Territoire zéro recours. Zéro non-recours. Zéro non-recours. C'est mieux. Désolée. Zéro non-recours.
À ces deux focus, nous pourrions ajouter tous les efforts faits pour l'amélioration du cadre de vie et la gestion urbaine, avec l'amélioration des accès pour les personnes en situation de handicap, exemple les entrées du parc urbain, le déploiement de biobox, les opérations de fleurissement, la requalification de 2 secteurs de l'ancienne voie ferrée de la Mousserie, le jardin artichaut sur la Martinoire, les programmes de logement et de qualification des espaces de voirie, centre-ville ou crétinier. Il ne s'agit là que de quelques exemples, et il y a ainsi des évolutions dans tous les secteurs détaillés dans le rapport. Cette présentation n'est pas exhaustive, mais je pense qu'elle reflète bien la bonne qualité de l'utilisation de cette dotation. Les rapports 6 et 7, il s'agit de 2 délibérations traditionnelles. Dans le cadre de la Convention territoriale globale, les associations Acti-Jeunes et centres sociaux ont perçu un acompte de 70% pour l'année 2022. Il convient aujourd'hui de valider le versement du solde de ces actions aux 2 associations en fonction du réalisé. J'en ai fini, Monsieur le maire. Oh, temporairement, madame, temporairement. Vous reviendrez bientôt. Oui, merci pour vos focus. Moi-même, je vais faire 2 focus sur 2 de vos délibérations. Non pas que les autres ne sont pas importantes, mais 2 méritent intérêt tout particulièrement. D'abord, celle que vous évoquez sur la souscription d'une prévoyance, enfin, d'une couverture prévoyance, pardon, pour être précis, auprès de nos agents volontaires. Nous anticipons, comme je l'avais promis l'année dernière dans mes vœux, avec 1 an d'avance, la réalisation de cet engagement, parce que nous pensons qu'il cela a une utilité et que cela permettra à chacun, en tout cas au plus grand nombre, d'être couvert par les mêmes règles, car rien ne serait pire que de ne pas être couvert. Et donc c'est une belle décision et c'est ce que nous estimons devoir aussi à nos agents. La deuxième délibération, c'est évidemment, elle est extraordinaire au sens propre. Ça fait des années que nous en parlons, et qu'on se dit que la répartition de la dotation de solidarité urbaine, qui n'est pas tout à fait affectée, vous avez raison, c'est pas une dotation non affectée, c'est une dotation non affectée au sens de la comptabilité publique, elle n'en reste pas moins qu'elle n'est pas tout à fait libre d'emploi, puisqu'elle est censée financer des politiques sociales et que, heureusement ou malheureusement, je veux dire, des politiques sociales, dans cette ville, on n'en manque pas, et notamment dans les actions municipales. Et c'est vrai que ces dernières années, jusqu'à ces dernières années, on avait plutôt un rapport assez court. Et cette fois-ci, on a un rapport assez long. Bon, je pense qu'il ne faudra pas le refaire aussi long tous les ans, parce que cette mise en perspective est peut-être un peu très lourde à reconduire chaque année. Mais je pense qu'elle est intéressante de savoir que sur les 8,3 millions, qui va bientôt être 8,5 millions, j'y reviendrai tout à l'heure, de la dotation de solidarité urbaine, qui est la première des ressources de la ville, issue de tiers, c'est-à-dire c'est la première des dotations de l'État, c'est important que les élus, et derrière les élus, et bien entendu l'opinion publique, sachent ce que l'on fait de l'argent de l'État à destination de notre population, et en particulier de celles et ceux qui ont besoin de l'action publique pour vivre mieux. Voilà, alors je n'ai pas été saisi de demande d'intervention d'usage spécifique. Je précise néanmoins que sur le rapport 6, ce qui ne l'étonnera pas, M. Chéani, une fois encore, ne participera pas au vote, puisque président de l'association des centres sociaux. Et est-ce qu'il y a des votes spécifiques sur les 7 ? M. Ricci, non. M. Soyer, non. M. Godot, non. Donc je vais mettre aux voix la totalité de ces rapports en un seul suffrage. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Ils sont donc, Madame de Smet, adoptés à l'unanimité. Alors, le rapport 8 et 9 sont des rapports sous le timbre de M. Gadot, adjoint au maire, et il ne m'en voudra pas, compte tenu du fait qu'il est en vacances, que je présente ces délibérations en ces lieux et places. Le rapport numéro 8, il s'agit de l'actualisation annuelle du tarif des concessions funéraires et cinéraires applicables en 2024 pour les cimetières communaux. L'augmentation est de l'ordre de 1%. Je l'ai dit, c'est la même délibération que celle qui a été adoptée à la métropole la semaine dernière. Et la 9, c'est la convention de gestion du cimetière métropolitain étant arrivée à échéance. La ville et la MEL, après concertation, ont fixé la nouvelle modalité de gestion du cimetière métropolitain pour les 5 ans à venir, et c'est l'objet de cette délibération. Voilà, je n'ai pas été saisi de demande d'intervention. Il y a des votes contre, des abstentions. Ces deux délibérations sont donc adoptées à l'unanimité, comme je l'ai dit, ce sont les mêmes délibérations que celles qu'a adoptées la métropole le 15 décembre dernier. Monsieur Mecky, vous avez les rapports 10 à 12.
Je vous remercie, monsieur le maire. Je vous donne de rien. En l'espèce, dans le cadre des chantiers d'insertion et de qualification menés avec Vilogia, l'État et le département, la délibération a pour objet l'autorisation de signature d'une convention avec l'association ARI, Chantier Espace Vert, Beaulieu, pour le versement d'une subvention de 30 000 € qui intervient dans le cadre d'une opération d'entretien des espaces verts du quartier, en y faisant participer les habitants, et l'association s'engage à embaucher des personnes issues du quartier. Il est proposé d'autoriser monsieur le maire à signer la convention. Cela suit avec la deuxième convention. Et en l'espèce, donc, nous sommes sur dans une convention de financement dans le cadre des chantiers d'insertion et de qualification menés avec Vilogia, l'État et le département. Cette délibération a pour objet l'autorisation de signature d'une convention avec l'association Résidence Plus pour le versement d'une subvention de 35 000 € qui intervient dans le cadre d'une opération de réhabilitation de logements quartier donc de Beaulieu en y faisant participer les habitants. L'association s'engagera à embaucher et former des personnes issues du quartier et donc en l'espèce le but étant de lever les freins périphériques à l'emploi et c'est un renouvellement utile pour l'insertion économique. Il est également donc proposé d'autoriser monsieur le maire à signer la dite convention. Sur la dernière délibération, celle-ci a pour objet de prolonger la convention en cours entre la ville et l'association ActiJeunes pour le déploiement d'actions en faveur de la jeunesse watrelosienne. Cette prolongation d'un semestre permettra d'intégrer à la préparation de la prochaine convention les travaux actuellement menés pour l'établissement de la convention territoriale globale, donc savoir donc la CTG. Cette prise en compte permettra une meilleure coordination des orientations et des moyens. Par nature, une politique jeunesse va être amenée justement à couvrir l'ensemble des champs de la vie du jeune et elle doit se coordonner avec d'autres délégations, en soi donc l'éducation, le sport, l'emploi, les quartiers prioritaires. Ce n'est pas une liste exhaustive et concernant la CTG, elle est symbolique puisqu'elle met le social au cœur du projet. Et donc, il est proposé au conseil municipal d'autoriser l'association ActiJeunes à prolonger son action existante et ses activités. Et voilà, il veut demander donc à monsieur le maire, si c'est possible, de signer la dite convention. Il faut que vous me donniez le pouvoir de la signer déjà. Hein, donc. Par nature, j'aime pas les avenants de prolongation, mais celui-là relève d'une cohérence évidente puisqu'on renégocie la CTG, que dans la CTG, c'est la discussion avec la CAF, mais aussi avec l'État, puisque le contrat ville lui-même est en renégociation sur le premier semestre, et donc si on veut mettre un petit peu de cohérence dans tout ça, il faut effectivement se donner quelques mois supplémentaires pour que, je l'espère, pour le second semestre, nous puissions avoir l'ensemble des instruments qui agissent en cohérence, qu'il s'agisse de la CTG, du contrat ville, de nos des politiques d'action de nos partenaires et évidemment donc des politiques municipales. Voilà. Y a-t-il des votes spécifiques ? Monsieur Ricci, non. Monsieur Soyer, je ne le vois plus. Monsieur Cailleret, bougez pas votre tête. Je ne vois plus Monsieur Soyer. Voilà, merci. Monsieur Godot, non plus. Donc on met aux voix, je mets donc aux voix ces trois rapports globalement. Il y a des votes contre, des abstentions. Ils sont donc adoptés à l'unanimité. Merci Madame Reifers. Vous avez les rapports 13 à 15. Merci Monsieur le maire. Donc rapport 13 qui concerne la désaffectation et le déclassement de terrain situé rue Terrain pour la construction de logements. Donc, dans le cadre d'un projet de construction de 20 logements collectifs et 20 places de parking, la société Nord-de-France Promotion a sollicité la ville pour l'acquisition de parcelles lui appartenant rue Terrain. Ces parcelles appartenant au domaine privé de la ville, il est nécessaire de les désaffecter et de les déclasser. Un arrêté interdisant l'accès du site a été pris le 13 octobre 2023 et la constatation a été effectuée par huissier le 26 octobre 2023. Il est donc proposé à l'administration municipale de constater la désaffectation des parcelles et de décider de leur déclassement. Donc, rapport 14 concerne la dénomination d'une voirie sur le site de la Lénière. Dans le cadre de l'aménagement du site de la Lénière sur les lots L1, L2 situés rue d'Oran, un projet de 90 logements individuels et collectifs ainsi que 2 cellules commerciales a été déposé par la COGEDIM. Afin de desservir ces logements, une voirie centrale va être créée. Il est proposé de la dénommer allée Queen Elizabeth en hommage à la reine d'Angleterre décédée en septembre 2022 et qui avait visité le site de la Lénière en 1957.
Il est donc proposé à l'administration municipale d'émettre un avis favorable à cette dénomination. Et enfin, le rapport numéro 15 concerne la cession de terrain au département du Nord pour la construction du collège Pablo Neruda. Cette délibération est relative donc à la construction du collège Neruda, pour lequel une délibération avait été prise en février 2022. Le terrain pressenti a fait l'objet d'études de faisabilité qui ont fait apparaître plusieurs contraintes techniques. Ce terrain est donc inadapté à la construction d'un tel équipement. Il est donc proposé de nouvelles parcelles situées rue du Bec qui pourraient accueillir ce collège. L'administration municipale propose donc au conseil municipal d'abroger les délibérations du numéro 13 du 4 février 2022 et celle du 15 décembre 2022, d'autoriser le transfert de domaine public à titre gratuit au bénéfice du département des parcelles issues du domaine public communal, d'autoriser la cession de gré à gré au prix d'1 € au bénéfice du département de l'emprise de 3000 m² à découper dans la parcelle CV 116 et d'autoriser Monsieur le maire à signer les actes à venir concernant cette opération de cession. J'ai terminé, Monsieur le maire. Merci, Madame. 3 délibérations qui, pour, semble-t-il, anodines qu'elles soient, sont extrêmement importantes. La première, sur le sentier terrain, parce que ça fait des années que cette parcelle est un chancre enclavé dans le quartier de la Mousserie, et alors même que nous commençons à discuter d'une plan de rénovation d'ensemble du quartier de la Mousserie, notamment avec le bailleur, avec l'État et la MEL, c'est important aussi qu'on traite enfin ce parcellaire et qu'on lui redonne une destination plus sympathique pour la vie quotidienne des habitants. La dénomination de la voirie n'est qu'une incidente au regard de ce qui va se produire en année 2024 sur le site de la Lénière, et notamment donc évidemment sur la rue d'Oran. Et c'est très important ce site, c'est au-delà de l'habitat qui sera en bordure de la rue des Patriotes et de la rue d'Oran. Les entreprises aussi vont s'installer en 2024. C'est un coup d'accélérateur très important derrière la dénomination qui se prépare. Enfin, 3 fois enfin. J'espère que c'est la fin du feuilleton reconstruction du collège Neruda. Ce qui avait été pressenti sur le secteur du Saint-Liévin pendant nombre d'années s'avère plus compliqué pour des tas de raisons techniques que vous avez sans doute expliquées en commission des travaux. Et donc, en accord avec le département, nous avons opté pour une option de construction le long du boulevard Mendès-France, ce qui, si on part du principe aussi que ce boulevard pourrait accueillir demain le passage du tramway et qu'il y a aussi un programme immobilier qui se trouve du côté de la rue Berthelot qui est en gestation, dont on a déjà parlé dans ce conseil, alors même que le site PCUK fut l'objet d'une nouvelle étape encore de rénovation en liaison avec la MEL et ses partenaires, c'est incontestablement un signal extrêmement important qui est donné sur ce secteur-là. J'ajoute que je travaille aussi avec le préfet et avec la MEL à la définition d'une OIN, c'est-à-dire d'un projet d'intérêt national qui pourrait concerner ce secteur du Sartèle, mais j'aurai l'occasion de vous en reparler ultérieurement. Il est plus que temps que ça puisse rentrer dans les priorités numéro 1. Et voilà, je pense que c'est une belle action, parce qu'il est aussi temps de reconstruire le collège Neruda. La municipalité y tient particulièrement. Y a-t-il des votes spécifiques? Monsieur Ricci, non. Monsieur Soyer, non plus. Monsieur Godot, non plus. Je mets donc aux voix vos 3 délibérations. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Et donc sont donc adoptés à l'unanimité. On arrive au rapport numéro 16. Madame Lestienne. Je vous remercie, Monsieur le maire. Le rapport numéro 16 concerne le déploiement des bornes de recharge électrique. Le déploiement sur le domaine public, compétence de la MEL, est prévu à partir du premier trimestre 2024. Cependant, la loi d'orientation des mobilités, dite loi LOM, oblige à ce que chaque parking de plus de 20 places appartenant à une commune compte au moins une borne de recharge électrique à partir du 1er janvier 2025.
Aussi, nous vous proposons d'adhérer à la centrale d'achat régionale des Hauts-de-France afin de bénéficier d'un achat mutualisé de dispositifs de recharge électrique, d'approuver les statuts annexés et d'autoriser Monsieur le maire à signer les documents correspondants. J'ai terminé, Monsieur le maire. Merci, madame. Je n'ai pas été saisi de demande là aussi d'intervention. Là aussi, c'est une décision importante qui va modifier la vie des gens. Et je pense que c'est important d'y souscrire. Des votes contre? Les abstentions? Elle est donc adoptée à l'unanimité. Merci, mes chers collègues. Monsieur Azzedine Taleb Ahmed, vous avez les rapports 17 et 18. Et comme je pense pouvoir abuser de votre gentillesse et en l'absence de Sylvie Zaidi, vous voudrez bien présenter aussi le rapport 20. Pourquoi? J'ai un micro d'allumé. C'est pas le vôtre? Ah ben non, il vient de s'éteindre, l'allumé. Bon, voilà. Voilà. Merci, monsieur le maire. Rapport 17, coopération interco, inscription. Dans la continuité du plan de dématérialisation de la réussite éducative de notre ville, un projet pour moderniser les pratiques à l'échelle intercommunale s'est concrétisé afin de valider les dérogations scolaires entre les villes. Les 17 communes de l'intercommunalité se sont entendues pour valider cette démarche qui simplifiera la communication pour le bien de nos relations intercommunales. En effet, la ville de Mouveau a réalisé un logiciel qui permettra de faciliter nos échanges et ainsi évoluer vers la dématérialisation. Le projet de délibération propose donc la mise à jour de la convention d'accord intercommunale afin d'intégrer ces nouvelles modalités. Rapport numéro 18 concerne l'ENT. L'ENT est un service numérique mis à disposition des enseignants et des parents d'élèves pour échanger directement sur une même plateforme de l'organisation de la classe et des projets scolaires. À Wattrelos, 73,5% des parents d'élèves et 98% des enseignants ont activé leur compte. Depuis 2019, le service ENT était pris en charge par la région pour les écoles primaires, les collèges, les lycées grâce à un financement européen global. Ce financement s'achevant au 31 décembre, le fonctionnement de l'ENT incombera donc à partir de 2024 aux communes pour les périodes primaires publiques selon la répartition des compétences définies par le Code de l'éducation. Pour maintenir ce service au 1er janvier, il est proposé d'adhérer au syndicat mixte ouvert Nord-Pas-de-Calais numérique qui propose une solution fiable et moins onéreuse que si la ville devait contractualiser par elle-même avec l'éditeur. J'en ai terminé pour moi, monsieur le maire. Et je fais celle de... Alors, rapport numéro 19, séjour des vacances, participation des familles aux dépenses de fonctionnement. Par ce projet de délibération, il est proposé de mettre à jour la participation des familles aux dépenses de fonctionnement des séjours de vacances organisés au printemps. La prise en charge du service de restauration par un organisme agréé permettra à l'équipe d'animation de gagner en disponibilité pour un programme d'animation plus détaillé et une gestion de vie quotidienne davantage sécurisée. Le surcoût de ce nouveau fonctionnement est majoritairement pris en charge par la ville. Il est proposé d'ajuster la participation des familles aux frais de fonctionnement des séjours en fixant cette dernière à 24 € par nuitée à partir de 2024. J'en ai terminé, monsieur le maire. Très bien, je n'ai pas été saisi de demande d'intervention. Est-ce qu'il y a des votes spécifiques, monsieur Ricci? Monsieur Soyer non plus, monsieur Godéo non plus. Je mets aux voix donc vos rapports et celui de madame Zaidi. Il y a des votes contre, des abstentions? C'est donc adopté à l'unanimité. Merci, mes chers collègues. Monsieur Delfosse, vous avez le rapport numéro 20. Merci, monsieur le maire. Dans le cadre de la convention de jumelage qui lie les deux villes, la commune de Moache a convié une équipe de football de Wattrelos à participer à ce tournoi international tenu du 1er au 4 décembre. L'Office municipal des sports a payé le déplacement du groupe wattrelousien pour un total de 5 349 €, tandis que la ville de Moache a couvert la restauration et le logement sur place. Pour soutenir ce projet d'échange par le sport, l'administration municipale propose au conseil municipal d'approuver le versement d'une subvention exceptionnelle de 3 349 € à l'OMS. Je voudrais profiter également pour remercier M. Gabert Pakovic, maire de Moache, ainsi que toute sa municipalité pour l'invitation. Ce fut un très beau moment de partage et de convivialité entre nos équipes sportives. J'en ai terminé, monsieur le maire.
Oui, merci, monsieur le maire de Mohatch. Gabor Pavlovitch était présent ici dans notre ville. C'est la première fois qu'il venait en France. C'est la première fois qu'il venait aussi, évidemment, à Wattrelos, puisqu'il a remplacé Joseph Seco, qui est disparu pendant la période où les relations internationales étaient au plus bas, c'est-à-dire dans l'immédiate après-Covid. Et c'est lors de sa venue que l'idée d'approfondir les contacts avec ce territoire à la fois aussi passionnant que compliqué, parce que la langue n'est pas exactement tout à fait la nôtre, loin s'en faut, mais en même temps, c'est un goût aussi festif, c'est une population aussi ouvrière, c'est un projet économique qui se développe, c'est de la convivialité, et c'est aussi du sport. Et j'ai reçu une belle lettre de félicitations aussi pour l'engagement de l'équipe et leur bon comportement. Je vous la transmettrai, monsieur Delphos. Voilà. Merci, chers collègues. Je n'ai pas été saisi de demande d'intervention. Des votes contre? Des abstentions? C'est donc adopté à l'unanimité. Merci. Monsieur De Matos, vous avez d'abord 2 délibérations. On reparlera de votre intervention ultérieurement, votre communication ultérieurement. Donc 2 délibérations. Mais il ne faut pas le couper à chaque fois que je vous le donne la parole, monsieur. C'est bon. Pardon, monsieur le maire. Ne faites rien, c'est moi qui vous la donne. Je suis tellement impatient. Merci, monsieur le maire. Donc 2 rapports. Rapport numéro 21 concernant l'approbation de l'inscription de la marque Wattrelos à l'Institut national de la propriété industrielle, INPI. Donc l'inscription de la marque Wattrelos à l'INPI permettrait à la commune de disposer d'un droit de propriété sur son nom afin de le protéger contre une utilisation indue par des tiers. Ce dépôt permet de fonder toute action en justice contre les personnes imitant ou utilisant la marque. Par ailleurs, la commune, par le biais de son représentant légal, se réserve le droit d'exercer tout recours en cas d'utilisation des réseaux sociaux par des tiers entraînant une confusion sur la nature, la qualité ou la provenance géographique des informations et portant préjudice à la commune ou en cas d'infraction sur l'utilisation de la marque déposée. En conséquence, l'administration municipale propose au conseil municipal d'approuver l'inscription de la marque Wattrelos à l'INPI, d'autoriser monsieur le maire à effectuer toute démarche nécessaire et à signer tout acte afférent, et autoriser monsieur le maire à engager les dépenses correspondant au coût de l'enregistrement sur le budget en cours et les suivants. Rapport numéro 22 concerne cette fois-ci la petite enfance et le renouvellement de la convention de prestation de services unique. La Caisse d'allocation familiale poursuit une politique sociale familiale articulée autour de l'amélioration de la vie quotidienne des familles et l'accompagnement des familles en difficulté. L'offre de services en matière d'accueil des jeunes enfants doit donc bénéficier à l'ensemble des familles en répondant au maximum à leurs besoins, avec une attention particulière pour les familles à revenus modestes. Il s'agit pour Wattrelos du multi-accueil du centre, du sapin vert, de Beaulieu, mais également de la crèche familiale. Il est donc demandé à l'administration municipale et au conseil municipal de vouloir autoriser monsieur le maire à signer les conventions de financement, à intervenir avec les caisses d'allocation familiale du Nord relatives à la prestation de services uniques. J'ai dit monsieur le maire. Il vaut mieux parce que sinon nous perdrions des recettes significatives. Bien, sur ces 2 délibérations, je n'ai pas été saisi de demande d'intervention. Des votes spécifiques, M. Ricci? Non. M. Soyer non plus? M. Godéo non plus? Donc je mets donc aux voix ces 2 délibérations. Des votes contre? Abstention? Adopté à l'unanimité. Monsieur De Matos, je vous ai demandé de faire une communication, aussi brève que possible, sur la maison de la perspective d'une création d'une maison des 1000 premiers jours. Je vous repasse la parole. Oui, merci monsieur le maire. Madame la première adjointe, mes chers collègues, je suis très fier d'apporter cette communication pour effectivement un projet d'une maison des 1000 premiers jours sur notre commune de Wattrelos. Lors des élections municipales de 2020, la majorité a proposé un programme ambitieux dans le domaine de la petite enfance avec le souhait de créer un pôle centralisateur qui concerne l'information et l'accompagnement du jeune enfant ainsi que de ses parents. Notre volonté, la création d'une maison de la petite enfance. Il s'agit de repenser, en l'adaptant constamment aux besoins des familles, un dispositif qui réponde aux besoins spécifiques des parents, futurs parents, de leurs enfants et de tous les professionnels. Dans ce cadre, plusieurs axes ont été développés pour offrir aux Wattrelosiennes et aux Wattrelosiens un véritable service de qualité à la hauteur des enjeux qu'ils induisent.
le développement harmonieux et le bien-être de tous les enfants, l'inclusion, la rédaction des inégalités et l'accessibilité aux services proposés, la valorisation des ressources parentales et l'accompagnement à la parentalité, ou encore la déclinaison à notre niveau local de la loi contre les violences éducatives. Sur votre demande, Monsieur le maire, avec un objectif évident de rechercher de nouveaux financements, nous avons entrepris de développer des partenariats efficaces et constructifs avec les acteurs locaux de la petite enfance. Poursuivant lui aussi ses efforts pour mettre en œuvre une politique de la petite enfance ambitieuse, le gouvernement a décidé par une instruction du ministère des Solidarités et de la Santé, le 12 avril 2022, la création d'un nouveau dispositif, se nommant Maison des 1000 premiers jours, qui permet aux collectivités de mettre en réseau l'ensemble des ressources locales. Ce dispositif est donc en parfaite adéquation avec le nouveau schéma départemental consolidé par l'ordonnance du 19 mai 2021 et les recommandations de la CTG et de la CAF en matière de co-construction des politiques locales. C'est pour profiter de cette concordance des volontés locales et nationales que nous vous proposons de mettre en œuvre à Wattrelos une maison des 1000 jours. J'en ai terminé, monsieur le maire. Merci. Donc vous pouvez couper le micro. Voilà. Oui, c'est une perspective. Hein. Le projet est intéressant, il est séduisant, mais il ne se fait pas seul. Il se fait avec des partenaires. Et donc, comme vous l'avez dit, à partir de maintenant, nous sommes sensibles à l'idée. Elle sonne bien à notre oreille, mais il y a des enjeux à la fois de partenariat, je le disais il y a un instant, à nouer, en particulier avec la Caisse d'allocation familiale, qui est quand même le principal financeur. Il y a aussi les enjeux financiers, parce que comme souvent dans les interventions de cette nature, on a des soutiens, mais qui sont sur des pluriannuels, certes, mais pour une durée courte. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que ça s'inscrive dans le temps et qu'à un moment, nous ne nous retrouvions pas démunis de soutien parce que le soutien s'est arrêté à un moment. J'ai trop connu ça dans le passé, donc voilà, il nous faut prendre un certain nombre de garanties à cet égard. En tout cas, merci de cet élément d'information. Je ne voulais pas qu'éventuellement cette information soit portée à la connaissance du public sans que le conseil municipal en soit informé. Et derrière le conseil municipal, évidemment, celles et ceux qui nous écoutent. Et que je salue, d'ailleurs. Le rapport numéro... Donc, bon, là, il n'y a pas de vote là-dessus, c'est une communication. Les rapports numéro 23 et 23 bis, Monsieur Cailleret, sachant que effectivement, le 23 bis a été mis sur table après accord des responsables de groupe pour que nous ne perdions pas de temps dans la mise en œuvre de ce dispositif que dont chacun apprécie et le contenu et le calendrier. Monsieur Cailleret, je vous passe la parole. Merci Monsieur le maire. Monsieur le maire, chers collègues, une convention dans un premier temps, convention tripartite entre ILEO, le CCS de Wattrelos et la ville. Cette convention qui permet de maintenir les fournitures d'eau aux familles qui auraient des impayés. Donc ILEO, à travers la MEL, nous met à disposition chaque année une enveloppe financière qui nous permet d'éponger, sans jeu de mots, les dettes d'eau des familles en difficulté. Cette convention, la signature de cette convention a été votée au conseil d'administration du CCAS. Donc, en conséquence, l'administration municipale propose au conseil municipal d'approuver la reconduction du partenariat avec ILEO et le CCS de Wattrelos et d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention ad hoc jointe en annexe. Du coup, deuxième délibération, en effet, pour rappel, dans le cadre de l'appel à projet intitulé « Projet territoire zéro non-recours », organisé par le ministère des Solidarités et des Familles, la ville de Wattrelos a déposé une candidature, a été lauréate pour un appel à projet de 3 ans, parmi 10 lauréats au niveau national, avec 3 grands axes, l'accès aux soins, l'accès aux droits sociaux, et notamment à travers l'inclusion des personnes en situation de handicap. À cet égard, nous serons financés à hauteur de 415 831 € pour une durée de 3 ans. Cette délibération propose au conseil municipal de bien vouloir approuver la mise en place du projet territoire zéro non-recours et d'autoriser Monsieur le maire à signer tout document afférent permettant de réaliser les actions et également les recettes et les dépenses relatives au projet qui seront inscrites au budget de la ville. Je vous remercie. Merci. En effet, je préfère que nous ayons
acter ce principe-là avant le 31 décembre 2023 pour que dès le 1er janvier, nous puissions entrer dans ce dispositif. Il nous faudra bien entendu l'affiner. Vous aurez d'autres occasions de présenter différentes actions, que ce soit ici ou à l'intérieur du CCAS, puisque vous en êtes aussi le vice-président. Voilà. Et je ne doute pas que vous associerez Madame de Smet à la préparation de cette action, ce qui lui permettra de ne plus faire de lapsus non révélateur. Allez, j'ai pas été saisi de demande d'intervention sur ces deux délibérations tellement importantes, humainement et socialement. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Elles sont donc adoptées à l'unanimité. Monsieur Cailleret, je vous en félicite. Madame Basma-Amami, vous avez le rapport numéro 24. Ben, voilà, poussez le bouton. Voilà. Parfait. Bien, donc c'est une délibération relative au recensement de la population. Pour 2024, le recensement aura lieu du 18 janvier au 24 février. Il y a d'ailleurs une campagne d'affichage qui est en cours pour informer la population. La ville de Wattrelos étant supérieure à compte plus de 10 000 habitants, donc il y aura 8% des logements qui seront recensés, ce qui fait 1398 logements. Nous aurons une dotation de 7 620 € qui nous sera versée pour effectuer ce travail de recensement, et 12 agents municipaux seront, j'en perds mes mots, seront chargés de ce recensement. Donc c'est une brève délibération, mais c'est des grands enjeux car le recensement va nous permettre d'adapter nos actions en fonction des besoins de la population. Donc l'administration municipale propose au Conseil de bien vouloir approuver les dispositions précédemment énoncées, de décider l'ouverture au budget 2024 des crédits nécessaires et d'autoriser Monsieur le maire à signer tout document afférent. Merci Madame, vous avez 1000 fois raison de dire que c'est important, bien sûr, ce recensement, parce que ça nous permet d'adapter aussi les services que nous rendons, mais ça a aussi une autre incidence, c'est que ça conditionne précisément nos finances, puisque la dotation forfaitaire verse un montant qui est lié au nombre d'habitants. Donc si nous perdons les habitants, nous perdons de la dotation forfaitaire. Si nous gagnons des habitants, nous regagnons de la dotation forfaitaire. Donc je le dis, je l'ai déjà dit aussi aux agents concernés, leur tâche n'est pas subalterne, elle n'est pas à traiter trop rapidement, et je suis très vigilant justement sur les candidatures qui sont proposées, parce qu'il y va de lourds enjeux, et notamment des finances de la ville. 50, 100 000 € de plus, c'est quelque chose quand on est à 8 millions 3, puisque c'est le montant de la dotation forfaitaire, c'est important aussi. Donc merci de cette délibération. Je n'ai pas été saisi de demande d'intervention. Il y a des votes contre? Des abstentions? C'est donc adopté à l'unanimité. Merci. Madame Dujardin, vous avez le rapport numéro 26 et je pense que vous allez nous parler food truck, entre autres. Merci, Monsieur le maire. Alors, cette délibération concerne les tarifs et modalités d'organisation et de fonctionnement des festivals food truck. Alors, il annule celui du 9 février parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait des food trucks qui avaient une disparité dans leur chiffre d'affaires. Donc, on a par justesse, on a décidé de faire une grille tarifaire où les food trucks qui gagnent moins que d'autres puissent avoir un tarif préférentiel, notamment pour les food trucks sucrés, qui gagnent beaucoup moins que les food trucks salés ou les drink trucks. Ce festival se déroulera toujours à la belle saison, au Parc du Lion, et une fois par an. La réservation sera effective une fois que l'on aura encaissé la compte de 50%. Il faut savoir qu'un marchand qui décide d'annuler sa participation ne sera pas remboursé, sauf une disposition qu'il ait une excuse valable avec un justificatif. Par contre, si la ville rencontre un souci, comme l'année dernière, ça s'est posé, là, on effectuera un remboursement, en totalité ou en partie, puisque si sur le festival, l'occupation se fait sur une demi-journée, il sera remboursé au prorata de sa présence. Voilà. Après, le festival s'autofinance. On arrive à faire baisser les coûts du festival également avec des partenariats, comme par exemple, il y a un exposant qui va nous prêter un chapiteau. Ça nous fait quand même une économie de plus de 1 000 €. L'année dernière, le festival avait été annulé, on a dû le rembourser. Il nous prête également un groupe électrogène. Ensuite, il y a aussi des partenariats avec des commerçants de Wattrelos, comme Leclerc, qui, eux, nous apportent une aide financière.
Et puis on demande à l'administration municipale, propose au conseil municipal d'acter les conditions d'organisation décrites ci-dessous, d'approuver la tarification énoncée valable jusqu'à la délibération contraire, d'inscrire le produit des recettes au budget et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer l'ensemble des actes nécessaires à la mise en œuvre de cette opération. J'en ai terminé, Monsieur le maire. Mes chers collègues, vous me donnez beaucoup de missions de signature les uns et les autres quand même. C'est souvent d'ailleurs une des missions les plus longues et les plus fastidieuses. Mais bon, on s'éloigne du sujet. Je n'ai pas été saisi de demande d'intervention sur cette délibération. On sait que l'année dernière, le festival avait dû être annulé pour des raisons de sécurité publique. Nous étions dans un contexte très particulier. J'espère que cette année, il n'en sera rien et que la météo sera également au rendez-vous. Bien, des votes contre, des abstentions, donc adopté à l'unanimité. Merci mes chers collègues, nous arrivons donc à mes délibérations. Je n'ose penser que vous les attendiez avec tant d'impatience, que vous avez été concis sur vos propres interventions pour mieux me laisser de temps à la mienne. Je vais d'abord traiter les rapports 27 à 31. Il s'agit d'abord le rapport numéro 26 à 31. Il s'agit donc de la commission municipale et la désignation de ses membres, une décision modificative, puisqu'il faut prendre acte de la... Ah oui, mais le 25, il y a eu un problème sur mon numéro, puisque le 25, c'est bien le 27. Le 25 avait été présenté par Madame Guilbert. Mes excuses. Donc j'arrive bien au 27. Voilà, commission municipale, il s'agit de prendre acte de la recomposition des groupes d'opposition intervenus récemment, ce qui nous conduit évidemment à modifier la composition des différentes commissions. Le 28 est l'adoption de la délibération modificative numéro 3. Cette décision modificative permet l'inscription budgétaire des décisions qui ont été prises pendant ce Conseil, en particulier les délibérations de Madame de Smet sur la CTG et de Monsieur Tariq Meki en ce qui concerne les associations d'insertion. Voilà. Et aussi, donc, ainsi de permettre le versement opéré à Actijeune et aux centres sociaux dans le cadre de la CTG, comme on l'a dit tout à l'heure. Alors je précise, s'agissant de cette délibération, que ne prendront pas part au vote les élus faisant partie des conseils d'administration d'Actijeune et de l'association des centres sociaux, et j'espère n'en avoir oublié aucun. Il s'agit de M. Meki, de Mme Delplanque, de M. Taleb Ahmed, de M. Marouki, de Mme Amadi Belaïd, de M. Chayani, encore lui, je voudrais vous interdire de voter finalement, mais ce n'est que temporaire, rassurez-vous, et de Mme Annie Chantry. Voilà pour cette délibération. Les délibérations suivantes est relative au budget communal. Il s'agit d'adopter la nouvelle nomenclature budgétaire et comptable M57 au 1er janvier 2024 et du règlement budgétaire et financier qui y est adossé. Vous le savez, mais ça c'est national, il y avait avant une nomenclature budgétaire pour passer les écritures comptables qui étaient différentes entre la ville, les CCAS, les départements, les régions, et le législateur a décidé d'homogénéiser tout cela à travers la M57, laquelle donc s'applique ici au 1er janvier 2024. Donc c'est vrai que c'est un peu curieux de demander une délibération pour vous demander de le voter, puisque de toute façon, ça s'appliquera, donc il vaut mieux qu'on choisisse de le suivre. Et un document aussi qui est lié à ce changement de nomenclature budgétaire, règlement budgétaire et financier, qui reprend à la fois des dispositions du Code général des collectivités territoriales, mais aussi qui présentent un peu, j'allais dire, les voies et moyens par lesquels nous élaborons nos différents documents budgétaires, nos politiques d'amortissement, nos politiques de provision, etc. C'est le sens de ce règlement budgétaire et financier. Et j'en profite d'ailleurs pour remercier notre service des finances qui a fait avec ce document-là vraiment un très très beau travail. Même chose, il y a aussi donc dans les délibérations, comme je le disais tout à l'heure, la validation des durées différenciées d'amortissement des immobilisations. La délibération suivante
est relative à des mesures conservatoires. Cette délibération, elle est traditionnelle en cette période de l'année. Comme nous ne voterons pas le budget avant le 31 décembre, mais on le votera plutôt donc dans les 2 mois qui viennent, sans doute avant la fin de février. Enfin, c'est pas sans doute, certainement avant la fin de février, vous le savez, pour permettre aux crédits d'investissement de pouvoir être utilisés. Il nous faut pour cela adopter des mesures dites conservatoires qui portent sur le quart des crédits qui étaient ouverts au budget de l'année précédente, donc de l'année 2023. Il s'agit donc pour le chapitre 20, immobilisation incorporelle, un montant de 129 500. Pour le 204, les subventions d'équipement versées pour un montant de 2 000 €. Le 21, immobilisation corporelle pour un montant de 718 000 €. Et pour le 45, travaux exécutés d'office pour un montant de 25 000 €. Voilà, je n'ai pas été saisi de demande d'intervention. Est-ce qu'il y a des votes spécifiques sur l'ensemble de ces délibérations financières? Monsieur Ricci, non. Monsieur Soyer, non plus. Monsieur Godot, non plus. Donc je les mets donc au vote. Donc elles sont adoptées. Vote pour, vote contre. Non, je ne vais pas vous tester quand même. Vote contre, abstention. Elles sont donc adoptées à l'unanimité. Merci. Donc nous en arrivons au dernier rapport de cette séance, le débat d'orientation budgétaire, que je m'en vais vous présenter, bien entendu, avec une présentation numérique. Vous avez reçu, mes chers collègues, ce rapport sur les orientations budgétaires pour la préparation du budget 2024. Et voilà, j'attends que ça se mette en place. Il faudra peut-être éteindre un tout petit peu, mais pas trop, parce qu'il faut quand même que je puisse, moi, le voir. Et je vais essayer de ne pas abuser de votre patience, mais vous dire comment les choses se présentent. Oula, on ne voit pas grand-chose, là. Monsieur Ricci, vous arrivez à lire, là? C'est vrai? Bon. Bon, écoutez, de toute façon, vous aurez la version écrite après, bien entendu. Voilà. Mais ça n'interdira pas, je pense, d'être attentif. Bien, mes chers collègues, donc un rappel, tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un débat d'orientation budgétaire? C'est une obligation légale, c'est un débat et c'est un travail de précision. De prévision, pardon. C'est une obligation légale en vertu de l'article L2321-1 du Code général des collectivités territoriales, vous le savez, mais je le dis aussi pour celles et ceux qui nous regardent ou qui nous écoutent, un débat doit se tenir en conseil municipal dans les 2 mois qui précèdent le vote du budget. Nous tenons donc ce jour un débat d'orientation budgétaire et voterons le nôtre de budget pour 2024, courant février, comme je viens de le dire. C'est un débat. Il se fait entre les différentes sensibilités du conseil municipal pour confronter les points de vue sur la construction du budget à venir. Il s'opère sur la base d'un rapport d'orientation budgétaire, le ROB, mot affreux, mais c'est celui de la loi, établi par la majorité, lequel précise les éléments de contexte de cette préparation budgétaire, explicite la stratégie financière et annonce les prévisions de recettes et de dépenses pour l'année à venir, et éventuellement les suivantes. Ce ROB, pour 2024, est un document de 20 pages. Il est assorti de 3 annexes, respectivement sur la fiscalité, sur la dette et sur la gestion du personnel. Il a été présenté en commission des finances par mes soins, d'ailleurs, et communiqué à tous les membres du conseil municipal. Ce ROB est un exercice de prévision. En effet, sur les recettes, subsistent encore quelques incertitudes, que ce soit sur les dotations de l'État et même sur les bases de la fiscalité locale. Je rappelle, je l'ai dit en commission des finances, que les bases 2023 ne nous ont pas encore été communiquées à ce jour. Ce qui, pour savoir quelles sont les bases déjà de l'année en cours et prévoir celles de l'année suivante, vous m'accorderez, n'est pas toujours un exercice facile. Et sur les dépenses, là aussi c'est un travail de précision, ce ne sont pas les dépenses réelles que je vais afficher dans un instant, mais des choix possibles, sachant que les dépenses réelles, elles s'inscriront au moment du vote du budget. Alors, je voudrais vous faire conduire ce débat en 3 parties. Une première, ce qui ne vous étonnera pas, une première partie qui vous présentera un contexte géopolitique, enfin sur le contexte géopolitique mondial très tendu. Rappelez qu'il pèse sur la croissance et aussi une inflation élevée qui porte les taux d'intérêt à un haut niveau. Voilà la toile de fond, mes chers collègues, économique, et elle n'est pas très dynamisante pour le monde.
La croissance économique mondiale, elle s'est engourdie, elle est très sensible aux tensions géopolitiques. C'est que 3 boulets, je les expliciterai, entravent la croissance mondiale. Et pour la France, la reprise 2024 semble un peu poussive, avec une inflation qui est en repli. Une deuxième partie nous permettra d'examiner plus précisément la situation de notre ville face au choc exogène de 2022, mais aussi 2023. Je les préciserai dans un instant. Wattrelos s'efforce de conforter sa résilience, et bref, de résister à ces différents chocs. Je vous le montrerai. C'est d'autant plus facile peut-être que l'évolution des dotations de l'État est favorable à Wattrelos. Et que malgré de nouveaux chocs en 2023, les résultats sont positifs et s'améliorent même un peu. Je les expliciterai lors de cette deuxième partie. Enfin, une troisième partie pour insister sur le caractère très délicat, je le reconnais, de la préparation du budget 2024. Sur fond d'une stratégie financière vertueuse maintenue, nous maintenons la stratégie financière, mais vous le verrez, que ce soit sur le fonctionnement comme sur l'investissement, la construction du budget va être assez délicate. En effet, la disparition de recettes implique d'ajuster les dépenses en conséquence, et sur le fonctionnement, ce sera la rigueur programmée. Le choix des investissements, lui aussi, sera délicat en 2024, et je vous dirai comment on y procède. Alors, sans plus attendre, la première partie. Première partie, je l'ai dit, un contexte géopolitique mondial qui est très tendu, qui pèse sur la croissance, puisque évidemment quand il y a des tensions militaires, ça ne facilite pas le commerce mondial, et une inflation qui est élevée, qui a eu pour conséquence de porter les taux d'intérêt à un très haut niveau, et qui elle-même freine la croissance économique. Voilà la toile de fond de l'économie mondiale, et comme je le disais il y a un instant, elle n'est pas dynamisante. La croissance mondiale s'est engourdie en 2023 et elle est très sensible aux tensions géopolitiques, y compris bien sûr celles qui se dessinent pour 2024. On a eu un atterrissage de la croissance en 2023 après le sursaut d'après-Covid, 3% en 2023, après 3,3% en 2022 et 6,1% en 2021. Je parle de la croissance mondiale, bien sûr. C'est dans les économies avancées que cette croissance est la moins dynamique. Les États-Unis, 2,2% et la zone euro, 0,6% de croissance globalement en 2023. En 2024, nouveau ralentissement de la croissance mondiale, 2,7%, donc on passerait de 3 à 2,7%, même si la zone euro connaîtrait un léger mieux, d'après les prévisionnistes, il l'évalue à 1,2% de croissance globale, grâce surtout à la sortie de récession de l'Allemagne. Croissance mondiale, disais-je, qui s'est engourdie. Et pourquoi est-ce qu'elle est freinée et qu'elle est engourdie? Tout simplement parce que 3 boulets entrave la croissance mondiale au-delà des incertitudes géopolitiques et que j'évoquais. D'abord, on a une inflation persistante. 6% en 2023, après 7,8% en 2022, même si elle tend à se ralentir, et on le verra dans un instant, en particulier sur l'économie française. On a aussi des taux d'intérêt élevés. Ils sont la conséquence d'ailleurs de l'inflation persistante, puisque les banques centrales ont relevé leur taux directeur à des niveaux jamais atteints depuis 15 ans, ce qui a pour conséquence de freiner la capacité à emprunter et à renchérir le coût de l'endettement de ceux qui sont endettés, qu'il s'agisse des États, des entreprises ou des particuliers qui doivent payer des intérêts accrus. Enfin, le troisième boulet sont des dettes publiques qui sont colossales, à commencer par les États-Unis et plusieurs pays de la zone euro, dont la France d'ailleurs, ce qui nuit à la stimulation de la croissance par l'instrument budgétaire. Soyons précis, pour stimuler la croissance, il faudrait baisser les taux d'intérêt, mais on ne le peut pas car il faut vaincre l'inflation. Et on ne peut le faire qu'avec des taux d'intérêt élevés. Pour stimuler la croissance, il faudrait augmenter les dépenses publiques. Mais on ne le peut pas car les dettes sont déjà très élevées. Et c'est bien la difficulté du contexte économique mondial qui coexiste ainsi avec à la fois une inflation forte qu'il faut casser par les taux d'intérêt et des dettes publiques qui sont déjà lourdes et qui empêchent d'utiliser l'instrument budgétaire. Pour la France, la reprise de 2024 semble, elle, poussive, avec une inflation néanmoins en repli. L'économie française n'est évidemment pas indépendante de ce qui se passe alentour, évidemment, mais elle a tenu bon. En 2023, sa croissance devrait être de l'ordre de 1%. Entre 0,8 et 1%, mais le gouvernement maintient sa prévision officielle pour l'instant de 1%. Mais le repli de moins 0,1% au troisième trimestre 2023, après plus 0,1 au premier trimestre et plus 0,6 au deuxième trimestre, réinterroge
sur ce que sera la croissance économique française en 2024. Selon les organismes, la projection, pour l'instant, oscille entre 1,2 et 1,4%. 1,4 étant la prévision gouvernementale, 1,2 étant la prévision de l'OFCE. Ce creux de croissance se répercute bien sûr sur le marché de l'emploi, avec, après l'euphorie post-Covid en 2021 et 2022, où on avait vu des créations d'emplois massives. Celles-ci ralentissent, 509 000 en 2022, mais 133 000, j'allais dire à peine, même si c'est déjà beaucoup, en 2023. Pour l'heure, le taux de chômage stagne à 7,4%, et d'où l'importance de ne pas baisser la garde aussi en matière d'action sociale et de politique d'accès à l'emploi. Ça a été évoqué déjà à travers quelques délibérations tout à l'heure. Les grandes questions de l'économie française en 2024, ce sont l'ampleur du recul de l'inflation. Jusqu'où va-t-elle aller? À quel rythme? On est de 6% en moyenne en 2023, elle a engagé sa descente. Un rythme annuel de 4,6% en septembre, 4% en octobre et 3,8% fin novembre. Le niveau des taux d'intérêt, va-t-il se maintenir à son haut niveau? Va-t-il décroître? À leur seuil actuel, il faut bien reconnaître, les taux d'intérêt freinent l'investissement des entreprises et des ménages qui hésitent à s'endetter pour pouvoir acquérir un logement. La soutenabilité des finances publiques. Par-delà la difficile réduction des dépenses publiques et du déficit de l'État, compte tenu du poids de la dette publique, qui est à 109,7% du PIB, l'État paye beaucoup plus d'intérêts. En 2024, il va payer 48,1 milliards d'euros d'intérêts alors qu'il n'en a payé, c'est déjà un chiffre colossal, que 38,6 milliards en 2023. C'est-à-dire 10 milliards de plus sur 2024, et ça devrait, si les taux ne baissent pas, s'accroître encore dans les années ultérieures. 10 milliards de plus en 2024, cela réduit, bien entendu, les marges de manœuvre pour les politiques publiques. Voilà pour la première partie, j'allais dire un peu la toile de fond, très objectivement sur la situation telle qu'elle existe autour de nous. S'agissant de notre ville, elle a connu, on l'avait déjà évoqué, en 2022, des chocs exogènes, je pense aux dépenses énergétiques, je pense aux dépenses d'alimentation qui nous avaient amené, vous vous en souvenez, l'année dernière, lors du second semestre, à devoir réviser le niveau de nos dépenses de 1,4 million, ce qui était un caractère de dépenses supplémentaires assez extraordinaire, et adopter des mesures aussi restrictives. Mais ces chocs exogènes, on en a aussi eu en 2023, et je vais les expliciter dans un instant. Face à ces chocs exogènes, vous le verrez avec les résultats que nous pouvons afficher, je peux dire que Wattrelos s'est efforcé de conforter sa résistance, si l'on veut. D'abord, notons que l'évolution des dotations de l'État est favorable à Wattrelos. Dans le prolongement des années précédentes, les concours aux collectivités locales progressent. Au niveau national, le prélèvement sur recettes qui est destiné aux collectivités locales au niveau national augmente à nouveau à 44,8 milliards d'euros pour 2024 au lieu de 43,7 milliards en 2023. Le FCTVA est majoré de 364 millions d'euros. Les compensations sont majorées de 227 millions d'euros dans la loi de finances pour 2024. La dotation globale de fonctionnement, elle passe à 27,1 milliards en 2024 après 26,6 en 2023. L'enveloppe de DSU, la dotation de solidarité urbaine, augmente, comme chaque année d'ailleurs depuis 7 ans, de 90 millions en 2024. Je veux dire 90 millions au moins, puisque après l'annonce de Madame la Première ministre, nous ne savons pas sur quelle dotation pour l'instant la décision gouvernementale va s'imputer. On le saura dans la prochaine lecture de la loi de finances. Bref, pour Wattrelos, dotation forfaitaire quasi stable en 2024, 8 330 000. La DSU va augmenter de 170 000 euros à 8 552 à 8 552 000 euros. Elle est devenue, comme le disait d'ailleurs tout à l'heure Madame de Smet, la première des dotations de l'État pour la ville en 2023. Globalement, dotation forfaitaire, DSU, dotation nationale de péréquation, je laisse sur le côté celle-là. Bref, la dotation globale de fonctionnement, nous pouvons nous attendre à toucher 17 822 000 euros, soit une majoration de 190 000 euros au titre de la DGF en 2024, supplémentaire. Et comme les compensations d'exonération fiscale qui sont reversées par l'État, je rappelle que nous avons deux types de compensations d'exonération fiscale, celle qui porte sur les valeurs locatives des locaux industriels dans le cadre de la réforme des impôts de production et celle de l'exonération de TFPB qui est liée au contrat ville.
Donc ces compensations d'exonération fiscale sont impactées bien entendu par la revalorisation légale des valeurs locatives et donc nous pouvons espérer ne percevoir 1990 kilo-euros, soit une majoration de 159 000 euros. Au total, les dotations de l'État devrait avoisiner en 2024 20 497 000 euros, ce qui représente une augmentation de 369 000 euros. Voilà pour les dotations de l'État. Comme vous le voyez, il s'agit d'une évolution positive. Malgré les chocs que nous avons subis en 2023, les résultats de l'année 2023, qui sont encore provisoires, sont positifs. Heureusement, et il s'améliore même un peu par rapport à 2022. Je le disais tout à l'heure, nous avons connu un choc énergétique en 2022. Et comme toutes les communes, la ville de Wattrelos a dû absorber en 2023 un autre double choc exogène. Exogène, ça veut dire qui est indépendant de nous, qui vient de l'extérieur. Un choc d'abord sur ses dépenses et un choc sur ses recettes. Sur les dépenses, nous avons connu une poussée des charges de personnel et financières. Bien sûr, l'inflation aura été persistante, mais nous notons néanmoins une certaine modération énergétique seulement sur la deuxième partie de l'année 2023, et l'alimentation, elle, reste en revanche toujours en tension. Mais en 2023, il n'a pas été possible, contrairement à nos habitudes, de contenir les dépenses de personnel. Elles ont été poussées à la hausse par des décisions gouvernementales, puisque au total, les dépenses de personnel vont être d'un montant de 35,76 millions d'euros en 2023 contre 34,54 millions d'euros en 2022. Pourquoi ? Plusieurs évolutions ont joué à la hausse. Je rappelle l'augmentation du point d'indice au 1er juillet 2022, les 3,5%, qui crée un surcoût de 0,5 millions d'euros sur le budget 2023. L'effet des 1,5% de point d'indice au 1er juillet 2022 qui crée un surcoût de 0,3 millions d'euros en 2023. Le plan de déprécarisation que j'ai porté, et ça c'est notre propre décision, je le reconnais, et c'est même notre fierté que de l'avoir fait, en lien d'ailleurs avec les partenaires sociaux qui valident cette démarche qui a été la nôtre, 0,6 millions d'euros de dépenses supplémentaires, et enfin la prime inflation bas salaire, mes chers collègues, que nous avons voté il y a peu d'ailleurs à l'unanimité, crée un surcoût de 0,3 millions d'euros. Sachant que donc toutes ces augmentations n'ont pas pu être contrecarrées en 2023 par les départs en retraite, et donc cela a provoqué cette augmentation d'un peu plus d'1,2 million au total des dépenses de personnel sur l'année 2023. Donc pousser des dépenses de personnel, mais aussi pousser des charges d'intérêt qui ont progressé, bien que, comme vous le savez, notre endettement soit majoritairement à taux fixe. Les charges financières ont été poussées, surtout par le fait, d'ailleurs c'était pourtant un endettement sain, que le taux du livret A a été relevé assez significativement, parce que 0,5% début 2022, mais 3% début février 2023, quand vous avez des emprunts auprès de la Caisse d'épargne ou de la Banque Postale qui sont indexés sur le livret A, vous aurez remarqué que le taux a été multiplié par 6 en 18 mois. Évidemment, ça a des conséquences sur le calcul des charges financières. Donc, pousser sur les dépenses de personnel, pousser sur les charges d'intérêt. Premier choc. Deuxième choc sur les recettes. Je l'ai évoqué là aussi en commission des finances, nous avons connu, mais nous ne sommes pas les seuls, c'est un choc national d'ailleurs, l'effondrement d'une ressource importante, les DMTO, c'est-à-dire en fait les droits de mutation à titre onéreux, les fameux frais de notaire, il y a une partie qui va au département et une partie qui va à la ville, à la commune. Nous avons diminué de 760 000 euros cette recette en 2023. En 2022, on avait encaissé 1 666 000,7 kg. 1666,7 kg. Et en 2023, nous devrions tangenter, il reste évidemment quelques jours, un petit 900 000 euros. Donc vous voyez, presque 760 000 euros en moins d'une année à l'autre. Alors, ce chiffre n'est pas affolant, c'est presque un retour à la normale, puisqu'on avait eu en 2021, 2022 des grosses opérations, surtout en 2022, avec des gros échanges d'entreprises qui avaient changé de propriétaire, donc ça voulait dire évidemment des gros droits de mutation. Nous retrouvons ici, en 2023, un niveau qui était à peu près voisin des niveaux qu'on avait déjà en 2017-2018.
2019 et même 2020. Donc voilà, c'est presque un retour à la normale, mais c'est une ressource qui va nous manquer évidemment dans la construction budgétaire d'une année à l'autre. Malgré ces vents contraires, poussée des dépenses de personnel et des charges d'intérêt et chute des droits de mutation, je disais malgré ces vents contraires, la ville a su tenir son résultat en 2023, qui est même en légère progression, et l'assise financière reste solide. Le résultat 2023 prévisionnel devrait passer, je dis s'il est prévisionnel, de 2,05 millions d'euros à 2,25 millions d'euros, donc un peu mieux qu'en 2022. Le résultat cumulé de fonctionnement fin 2023 est très large, à 8,57 millions d'euros contre 7,83 millions d'euros en 2022 et 7,81 en 2021, ce qui est une donnée importante pour nourrir notre trésorerie. Et un endettement dont la baisse s'est accélérée, comme on l'avait dit l'année dernière, puisque c'était notre choix, et un endettement, disais-je, qui continue de s'améliorer aussi en qualité. Pardon. Le stock de dette est à 53,9 millions d'euros fin 2023 contre 54,7 fin 2022. La part des emprunts à taux fixe y est dominante, 54,2% fin 2023. Je rappelle que c'était 36,7% fin 2017. La durée de vie moyenne des emprunts recommence à se réduire, 7 ans et 9 mois, c'était 9 ans et 3 mois en 2018. Voilà, donc des indicateurs qualitatifs qui vont dans le bon sens. Il n'y en a qu'un qui ne va pas dans le bon sens, mais il n'est pas de notre fait, vous en conviendrez, et c'est le fait nouveau de l'année, pas surprenant, puisque je l'évoquais il y a un instant, vu l'évolution des marchés, le taux d'intérêt moyen de notre dette réaugmente à 3,78% en 2023, après plusieurs années de diminution régulière, mais vu la situation des marchés financiers, ce n'est que logique. C'est que fondamentalement, si nous avons réussi à tenir le choc, les chocs, ceux de 2022 et ceux de 2023, c'est que fondamentalement, par-delà les variations de conjoncture et les aléas, la ville conduit une stratégie financière de fonds vertueuse. Je ne vais pas la redétailler très longtemps, mais je rappelle que notre idée de fond, c'est d'élargir progressivement et régulièrement la base taxable, nouveaux programmes d'installation d'entreprises, notamment par la reconquête des friches industrielles et nouveaux programmes d'habitat, afin de permettre trois choses, d'améliorer notre autofinancement, de réduire le recours à l'emprunt et donc de diminuer progressivement notre stock d'endettement et de diminuer progressivement aussi le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties, la fameuse TFPB, dorénavant la quasi seule fiscalité locale. De fait, les deux tableaux qui figurent sur cette page assurent une présentation, si j'ose dire, synthétique de ce que je viens de dire. Vous le voyez, l'endettement qui ne cesse de décroître depuis 2011 jusqu'à 58,4 en 2011 à 53,9 en 2023. Et le taux de TFPB qui a diminué 3 fois ces 4 dernières années. Au BP 2020, moins 0,40 points. Au BP 2022, moins 0,29 points. Au BP 2023, moins 1 point. Et je le précise parce que ce 1 point a quand même coûté, au sens où c'était un manque à gagner au budget, 225 690 €. C'est la contrepartie du fait que nous ayons baissé le taux de taxe foncière de 1 point. Voilà pour la présentation un peu de l'évolution de nos recettes et de la situation des comptes de la ville à fin 2023. Alors on en arrive à la troisième partie, la préparation du budget 2024. La préparation du budget 2024, je le disais, est délicate. Elle est délicate, mais quand même toujours sur fond d'une stratégie financière vertueuse qui sera maintenue. Elle est d'abord délicate sur le fonctionnement. Pourquoi ? Parce qu'il y a disparition de recettes. Et s'il y a disparition de recettes, ça implique d'ajuster les dépenses en conséquence. Et le budget 2024 sera un budget de rigueur programmée sur le fonctionnement. En effet, malgré la hausse des recettes classiques, les dotations de l'État et la fiscalité, la disparition de 1,7 million d'euros de recettes va peser sur nos ressources. Certes, l'augmentation des dotations de l'État, la dotation globale de fonctionnement pour 190 000 € et les compensations pour 159 000 €, je vous les ai présentées tout à l'heure, et la revalorisation des valeurs locatives, a priori de 3,9%, d'après ce qui a été annoncé, augmenteront les ressources de la commune d'environ à peu près 980 000 €. Mais, s'il y a une augmentation presque 1 million, en quelque sorte, de nos ressources pour l'année 2024, nous avons
des pertes aussi d'autres ressources. D'abord, la disparition du filet de sécurité. C'était un one-shot. 1 million d'euros que nous avons touchés en 2023, que nous ne toucherons plus en 2024. Et évidemment, il disparaît de nos comptes. La chute des droits de mutation. Les moins 500 000, alors j'ai dit tout à l'heure moins 760 000 par rapport à 2022, mais c'est moins 500 000 par rapport à ce que nous avions inscrit dans le budget 2023. Sans oublier un effet positif d'un legs de 210 000 euros que la ville a perçu en 2023 et qui, évidemment, lui aussi est un one-shot et ne se reproduira pas. Donc, comme vous le voyez, mes chers collègues, les recettes 2024 vont subir un manque à gagner d'à peu près 1,7 million par rapport à l'an dernier. Et vous faites la somme algébrique des deux, plus 1 million de ressources, moins 1,7 million de manque à gagner. Il y a donc une compensation de l'ordre de 700 000 euros, dont il va falloir trouver justement, là aussi, une compensation dans les dépenses. Voilà pourquoi les dépenses de fonctionnement ne peuvent que diminuer. Il n'est pas question, je l'ai dit, pour la majorité municipale en tout cas, de réduire l'autofinancement. Au contraire, il faut chercher au maximum par toutes les voies à le conforter. Réduire l'autofinancement, c'est la solution de facilité et sans doute la moins douloureuse. Mais c'est aussi une vue à court terme et c'est une vue à courte vue, si j'ose dire. Et elle ne facilitera pas notre stratégie financière à terme qui est d'augmenter l'autofinancement pour pouvoir éviter le recours à l'emprunt et donc désendetter la commune. Donc, nous ne voulons pas réduire l'autofinancement. Donc si on ne veut pas réduire l'autofinancement, vu l'état des recettes, il n'y a qu'une solution. Même si elle sera délicate à réaliser en phase d'inflation persistante, c'est une baisse des dépenses globales qui doit être recherchée. Ce qui suppose d'abord une diminution des dépenses totales de personnel. Elle est nécessaire. Une diminution également des charges d'intérêt. Elle est possible. Si l'inflation reculant, une baisse des taux d'intérêt a lieu. Et on a de bonnes raisons de penser qu'elle pourrait se produire dans les premiers mois de l'année 2024. Enfin, pas d'augmentation possible des subventions aux associations, elle est souhaitable. Car, comme je l'ai dit, toute augmentation devra faire l'objet d'une mesure d'économie par une réduction par ailleurs, compte tenu de l'équation financière globale de fonctionnement que je viens de présenter. Voilà pour le fonctionnement. Du côté des investissements, là aussi, ça va être assez délicat en 2024. Il y a une règle d'or en matière d'investissement et contrairement à ce que j'ai pu lire, il faut aussi préciser quelques petites choses. La règle d'or, c'est d'investir tout en réduisant l'endettement. C'est notre stratégie de fond. On veut continuer d'investir, mais on veut réduire la dette. D'où l'importance d'ailleurs de l'autofinancement. Nous voulons conserver un volume toujours conséquent d'investissement et nous l'avons toujours fait. Soyons clairs, jamais nous n'avons renoncé à investir, soit pour moderniser la ville ou son administration, ou pour entretenir le patrimoine communal. Les dépenses d'équipement, la masse des dépenses d'équipement dans la section d'investissement, c'est intéressant de reprendre les différentes lignes et de les comparer d'ailleurs dans le temps. En 2014, nous réalisions 3,49 millions d'euros de dépenses d'équipement. En 2020, 3,94 millions. En 2021, 3,27. En 2022, 3,87 millions. Et en 2023, même si c'est sur le compte administratif provisoire, 4,43, mais on n'est pas très loin de la réalité. Voilà. Donc, on maintient l'effort d'investissement. Pas question de couper dans les investissements. Deuxième élément, nous voulons néanmoins veiller à réduire progressivement le stock de dette. Bien sûr, pour pouvoir financer les investissements tout en réduisant la dette, il faut mobiliser deux autres ressources qui sont importantes et qui exigent notre vigilance. D'abord, l'autofinancement, je l'ai déjà dit, ce que j'ai évoqué dans la première partie, j'y reviens pas, mais aussi la recherche de subventions auprès de nos partenaires, l'État, la MEL, le département. Chacun sait que nous nous y mobilisons et en l'occurrence, nous continuerons. Pour autant, puisque la ligne stratégique en matière d'emprunt est de lever moins de nouveaux emprunts que le niveau de la tombée des emprunts précédents, donc nous nous fixons un objectif qui peut être d'ailleurs peut-être en deçà de ce niveau-là. On verra lorsqu'on affinera la présentation du budget. Le remboursement du capital en 2024 dans la section d'investissement devrait être de 3,75 millions d'euros. Nous fixons l'idée de mobiliser 3,3 millions d'euros, ce qui aura l'avantage, encore une fois, d'avoir des nouveaux emprunts qui seraient inférieurs à la tombée et donc de réduire le stock de dette. Cela contraint évidemment le niveau des investissements à réaliser, sans toutefois les réduire. Je le réinsiste sur ce point. Alors, les investissements, quels investissements? Ces investissements 2024 s'intègrent dans une stratégie active d'équipement de la ville et qui prépare l'avenir. Certes, il faut l'avoir en mémoire et l'oublier serait déraisonnable. Des programmes pluriannuels contraignent nos marges de manœuvre. Ce sont
et j'enlève évidemment les recettes et les subventions qui pourraient s'assortir de chacun de ces programmes. On a Saint-Maclou. Saint-Maclou, en 2024, c'est 600 000 € de crédits qui devront être inscrits, mais en même temps avec un report de 500 000 € de 2023, donc c'est 1,1 million de dépenses sur 2024. Ce sera 1 320 000 en 2025, ce sera 1,4 million en 2026. L'informatique, la modernisation de l'informatique, parce que nos serveurs nécessitent, après une obsolescence accélérée et que les contrats de maintenance puissent être rénovés, nécessite un investissement assez significatif. Nous porterons en 2024 535 000 €, c'est sur les gros serveurs, et ensuite sur l'environnement numérique du travail, ça touchera 170 000 € en 2025, 170 000 en 2026. La ZAC du centre-ville, les travaux du centre-ville, on verse 300 000 € par an, et conformément à la convention qui a été votée d'ailleurs dans ce conseil municipal, mais aussi à la métropole, et en lien avec la SMVR, nous devrons verser 1 097 000 en 2026. Le NPNRU Villa va maintenant entrer, après les phases de relogement et de démolition, programmées d'ailleurs pour 2024, des barres ardoises et gypse. Il y aura lieu ensuite d'engager les constructions, donc d'aménager les espaces publics, et donc la ville va être appelée à devoir y participer. 18 000 € seulement en 2024, 100 000 en 2025 et 300 000 en 2026. Donc comme vous le voyez, mes chers collègues, on a un certain nombre de programmes qui sont des programmes pluriannuels d'investissement qui pèsent sur nos comptes, sur nos dépenses d'investissement, et dont nous devons tenir compte parce que ce sont là des dépenses prioritaires à financer. Je rappelle, pour ceux qui l'auraient oublié, je ne pense pas qu'il y en ait dans cette instance, que la rénovation des charpentes de Saint-Maclou est quand même un gros investissement, puisque au total, ça coûte 4,9 millions d'euros à répartir donc sur les 4 années, comme je viens de le présenter. Pour autant, au-delà de ces programmes pluriannuels, même s'ils nous contraignent, ça ne veut pas dire qu'on ne peut plus rien faire d'autre. Et donc, quoi d'autre? Les projets du programme municipal, tel qu'il a été revisité en 2023, vous vous en souvenez, l'année dernière, on avait, après le déclenchement de la crise énergétique, re-hiérarchisé nos projets d'investissement. Donc, les projets du programme municipal vont continuer d'être mis en œuvre. A priori, nous devrions ainsi inscrire des projets pour 3 priorités en 2024. D'abord, l'entretien du patrimoine et la modernisation des équipements. Au moment où je parle, nous fléchons 100 000 € sur les véhicules pour préparer la ZFE, c'est-à-dire la zone à faible émission, qui ne cesse de reculer, mais qui reste une perspective préoccupante vu l'état de nos véhicules. La couverture de l'OMEP, on fera une première tranche pour 215 000 €. Des équipements, rénovation de la cuisine centrale. Là, fait déjà un certain nombre d'années, et il y a lieu effectivement de la rénover si on veut continuer à offrir à nos concitoyens, et notamment aux jeunes enfants dans les écoles, une prestation de qualité, 178 000 €. Les crèches, 32 000 €. Ça a glissé de 2023 à 2024, mais il faut les faire. Et un columbarium pour 42 000 €, car là aussi, je n'ai pas besoin d'insister sur l'extrême nécessité de pouvoir offrir à nos défunts une sépulture digne. Deuxième grande priorité, les économies d'énergie et de développement durable, des travaux de chauffage à hauteur de 135 000 €, dont une étude thermique pour 50 000 € pour notamment ce bâtiment, le bâtiment municipal qui, c'est pas très difficile d'ailleurs de le voir, est une véritable passoire thermique. Si on veut faire des économies, il faut préparer les travaux d'après-demain et donc faire l'étude demain. En matière d'éclairage public, on a vu tout à l'heure d'ailleurs la subvention du fonds de concours de l'AMEL. Pour l'éclairage public, réseau, modernisation, accompagnement des travaux de l'AMEL, une estimation pour l'heure à 380 000 €. Enfin, le cadre de vie, vidéoprotection 100 000 €. Là aussi, on a vu tout à l'heure le fonds de concours de l'AMEL. La réfection de l'aire de jeu au parc, j'allais dire enfin, et l'année dernière on y a renoncé parce que ça aurait été vraiment de mettre un sparadrap sur quelque chose qui était profondément à remanier. Le choix de l'administration municipale est justement de remanier en profondeur, et pour l'été prochain, nous souhaitons qu'une aire de jeu digne de ce nom soit réalisée au parc, peut-être même plus au même endroit. Et en matière d'espace vert, qui est aussi une grande priorité de la ville nature, les plantations, les matériels et l'aménagement, c'est fléché pour l'instant à hauteur de 300 000 €. Voilà pour les 3 grandes priorités de la réalisation du programme municipal. Je conclus évidemment en disant qu'il y a à inscrire à partir de cette année 2 gros projets qui sont à l'horizon municipal.
Le premier projet, c'est évidemment la construction d'une nouvelle piscine. Je l'ai annoncé tout à l'heure dans les décisions de l'AMEL. Elle a été votée par le Conseil métropolitain du 15 décembre 2023. Cette construction d'une piscine métropolitaine à Wattrelos s'intègre dans le cadre du plan piscine 2 de l'AMEL. Même si l'AMEL finance 70% des travaux, prend en charge les dépenses de personnel et couvre 50% du déficit de fonctionnement, cela suppose un apport de 30% de la ville au coût des travaux, et ça se prépare. Cela se traduira sans doute en 2025 par un apport en nature du foncier. Une convention financière à intervenir établira les montants et le calendrier des participations financières de la ville. Mais encore une fois, nous devons l'avoir à l'esprit parce que ce projet-là, nous voulons le réussir et donc ça se prépare dans nos finances. Par ailleurs, deuxième gros projet que nous avons aussi inscrit à l'horizon, la reconstruction d'un centre social à la Mousserie. Lors des émeutes de juin 2023, le centre social de la Mousserie, propriété privée, l'association des centres sociaux, a été incendié. Sa reconstruction au plus vite est une volonté municipale forte. Les modalités de celle-ci sont néanmoins l'objet de discussions avec les partenaires susceptibles d'être mobilisés, assurances, centres sociaux, État, département, et évidemment elles se poursuivront avec l'idée de faire aboutir au plus vite et dans l'intérêt à la fois des deniers publics mais aussi de l'intérêt de la population qui a besoin de redisposer d'un centre social au plus vite. Donc nous travaillerons à faire aboutir ce projet, ce qui implique aussi que nous prenions les dispositions pour préparer la mobilisation de moyens que nous pourrions devoir y consacrer. Voilà, mes chers collègues, pour conclure dans cette préparation du budget primitif 2024, et j'espère ne pas vous avoir lassé, je pense que chacun dispose là du même niveau d'information. Nous nous efforçons, quand je dis nous, c'est évidemment la municipalité dans la construction du budget que nous vous proposerons dans les 2 mois. Nous nous efforçons, 1, de réduire les dépenses de fonctionnement. Compte tenu de la disparition de certaines recettes, nous n'avons pas d'autre choix, car nous ne voulons pas affaiblir notre autofinancement, je l'ai déjà dit, et nous ne voulons pas augmenter la fiscalité locale, comme beaucoup de villes l'ont fait, et pas des moindres d'ailleurs, à commencer par les plus grosses. Ça n'est pas notre choix. Nous voulons nous efforçons au contraire de chercher à poursuivre, fût-ce de manière limitée, en 2024, la diminution du taux de taxe foncière sur les propriétés bâties. C'est un choix stratégique et si on peut le faire, même si c'est à la marge, on le fera. Nous voulons aussi poursuivre la baisse de la dette, j'ai dit tout à l'heure, lever moins d'emprunts que les tombées des emprunts antérieurs. Cela peut provoquer un nouveau repli du stock de dette de 0,5-0,6 millions d'euros. Au moment où je parle, là encore, je ne peux pas donner le chiffre précis, bien entendu, en tout cas, mais nous souhaitons aller dans cette direction-là. Nous souhaitons tenir dans nos investissements nos engagements pluriannuels, c'est une évidence, mais c'est bien de le rappeler, et continuer de promouvoir ceux qui sont liés aux économies d'énergie et au développement durable. Nous nous efforçons aussi de mettre nos finances en situation, je le disais là aussi il y a un instant, de préparer la construction d'une nouvelle piscine et de travailler à chercher la solution la meilleure pour la reconstruction d'un centre social à la Mousserie. Enfin, nous nous efforçons de mettre dans la préparation budgétaire 2024 en œuvre le programme TZNR, Territoire Zéro Non-Recours, qui démultiplie notre action sociale en faveur des plus démunis, dont je vous remercie encore d'avoir voté tout à l'heure le principe de notre engagement. Voilà, mes chers collègues, telles sont les propositions de notre majorité pour 2024. J'espère ne pas avoir été trop long ni vous avoir trop lassé. Mais il ne me semble pas avoir oublié quoi que ce soit. J'ai été saisi sur cette préparation budgétaire d'une seule demande d'intervention du groupe Rassemblement National Wattrelos. Je passe donc la parole à Monsieur Godeau. Merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire, chers collègues, mesdames et messieurs, ce rapport d'orientation budgétaire pour 2024 est préoccupant. En effet, comme vous le précisez au chapitre 2, l'État va devoir lever 285 milliards d'euros sur les marchés financiers, soit un niveau d'émission de dette record. Un nouveau seuil va être franchi, lourd de conséquences sur les finances publiques et la capacité de la France à réduire son déficit public. Monsieur le maire, c'est un constat qui confirme la politique budgétaire catastrophique du gouvernement et par voie de conséquence celle du président Macron que vous soutenez. Pour ce qui concerne notre ville, nous notons une dotation globale de fonctionnement en légère hausse, grâce surtout à la dotation de solidarité urbaine. Un effondrement des droits de mutation en 2023 qui, d'après les prévisions, continuera sa chute en 2024, ainsi que le filet de sécurité non reconduit. Des charges financières qui ont progressé en 2023, mais qui devraient se stabiliser en 2024, avec une inflation persistante et des taux d'intérêt toujours élevés. En résumé, des recettes qui stagnent et des dépenses supplémentaires avec des économies indispensables en naviguant à vue.
D'un point de vue investissement, j'ai fait, comme un bon élève, ce que Madame la première adjointe m'a suggéré sur un ton méprisant lors de mon premier conseil municipal en juin 2022, de me balader un peu plus à Waterloo. Et j'ai pu constater que l'entretien régulier des bâtiments de la commune était négligé. Je pense par exemple au groupe scolaire Condorcet, où l'état de la peinture, des habillages en bois des chéneaux est vétuste. Idem pour la mairie annexe de la Mousserie. Un entretien en peinture, afin d'éviter un investissement plus important en cas de remplacement des habillages bois, parce qu'ils ne sont plus protégés, coûterait beaucoup moins cher à la commune. Je pense également aux fuites en toiture terrasse de l'OMEP, qui par manque d'entretien ont engendré une détérioration importante de la structure secondaire en bois, ainsi que les faux plafonds. Les autres toitures sont remplies de mousse. Laisser la mousse proliférer, c'est prendre un risque concernant l'étanchéité de la toiture. Les mousses rendent les matériaux de couverture poreux et font perdre au toit sa fonction première de bouclier protecteur. Un démoussage et une vérification de ces toitures éviterait les désagréments d'exploitation et de coûts subis actuellement. L'investissement de 215 000 € pour la première tranche des travaux de couverture de l'OMEP aurait pu être évité par un simple suivi d'entretien. Ce triste constat est malheureusement généralisé. De plus, l'accord de la MEL pour construire une piscine métropolitaine sur notre territoire est effectivement une bonne nouvelle, et nous en sommes ravis. Mais avec un encours de dette encore très élevé, un objectif de diminution de la dette trop faible et une capacité de désendettement de 14 ans et 1 mois, lever un emprunt de 4 millions d'euros pour financer notre contribution de 30% des travaux de construction n'est pas encore gagné. D'autant que les programmes d'investissement pluriannuels sont lourds. Vous ne voulez pas augmenter les impôts en 2024, ce que nous approuvons. Je rappelle que la taxe foncière de notre ville fait partie des taxes foncières les plus élevées du département, et ce depuis des années. Enfin, nous notons également, et nous en sommes navrés, que la revalorisation des subventions de nos associations seront difficiles à concevoir du fait de l'inconnu sur l'évolution des dépenses de charges courantes, comme le coût d'électricité et de l'éclairage public. L'investissement en 2024 prévu pour l'éclairage public est le remplacement de 600 ou 1000 ampoules sodium par des sources LED, ce qui n'engendrera qu'à peine 10% d'économie d'énergie l'année suivante. Pour le remplacement total, il faudra investir pendant 5 ans afin d'obtenir à peine 60% d'économie d'énergie à l'horizon 2028-2029. Nous vous avons proposé en fin d'année 2022 un investissement innovant pour réguler et piloter notre parc de candélabres qui aurait permis l'année suivante de réaliser des économies d'énergie au minimum de 60%, tout en conservant un éclairage suffisant, surtout en nuit noire. J'en ai fini. Bah ouais, vous n'avez pas fini avec moi. La dette publique nationale, elle est lourde en France, c'est vrai. Stock de dette, et j'ai dit tout à l'heure les conséquences que ça a. Bon. Et en même temps, je pense qu'au moment de... Je peux refaire des débats de politique nationale, ça ne m'intéresse pas, c'est pas le lieu ici, mais quand même, au moment de la crise Covid, la dette a augmenté de plus de 100 milliards à cause du quoi qu'il en coûte, et on s'est tous félicités que les entreprises, que les salariés aient pu bénéficier des soutiens gouvernementaux et n'aient pas, comme dans d'autres pays, connu des effondrements et des chômages de masse et des soupes populaires bien trop nombreuses. Donc soutenir les revenus, soutenir les chiffres d'affaires des entreprises, c'était quelque chose d'important. Donc oui, la dette publique est lourde. Mais ce qui me rassure, c'est que en Europe, la dette publique la plus lourde, elle se trouve en Italie, où c'est une de vos amies politiques qui est aujourd'hui présidente du Conseil. Donc si vous voulez qu'on fasse ce débat-là, moi je veux bien, mais c'est pas ici qu'on le fera. Deuxième sujet, la ville. L'an dernier, vous avez martelé sur l'éclairage. Cette fois-ci, il est parti sur les peintures. Bon. Quand même, on parle de plusieurs millions d'euros, monsieur Godot. On parle d'un budget de 54-55 millions d'euros. On parle d'investissements qui sont à 7-8 millions d'euros globalement, si on tient compte aussi du remboursement du capital, que quoi que vous ayez à faire, il va bien falloir le faire. Et donc, vous avez à assumer un certain nombre d'obligations et de mise en sécurité. Je vous ai parlé tout à l'heure de Saint-Maclou. Je vous ai parlé de l'outil informatique. On n'a pas envie aussi d'être victime ici de cyberattaques qui empêcheraient, comme dans d'autres villes d'ailleurs, les services de fonctionner. Il y a des investissements à faire, grand bien vous fasse. On sait voir aussi, on le sait aussi. D'ailleurs, vous aurez noté que j'ai annoncé la première tranche pour le MEP dans mon propos. Mais il y a une chose que vous ne dites pas, c'est comment vous faites. Comment vous faites? Vous ne voulez pas augmenter les impôts.
Là-dessus, je suis d'accord. Et nous, on veut même plutôt les baisser. Vous ne voulez pas emprunter, vous voulez baisser la dette. Là, je suis plutôt d'accord. Et on essaye de le faire progressivement pour ne pas provoquer de chute brutale. Parce que ne pas s'endetter, ça veut dire que c'est notre autofinancement qui va rembourser le capital antérieur. Il n'y aura plus d'argent pour les investissements. Ce serait assécher l'investissement. Donc il faut le faire, une descente progressive du stock de dette. Ce que nous faisons, c'est ce que j'appelle une stratégie financière vertueuse. Et puis, vous me dites qu'il y a des investissements à faire. Mais on le sait. Et avec quel argent ? Si vous n'augmentez pas les impôts, si vous ne faites pas des emprunts, je peux vous dire, et je pense que sur tous les bancs ici, chacun le reconnaît volontiers, on se démerde plutôt pas trop mal pour aller chercher des subventions auprès de l'État, du département et de la région. Bon, l'État, le département, pardon, et de la métropole, qui est quand même aussi un acteur très important dans l'action sur la ville. Quand même, aujourd'hui, vous m'aviez vilipendé, on va quand même pouvoir prendre la décision, on l'a fait d'ailleurs, de construire une piscine. On fait payer 70% des travaux par la métropole. Je l'avais prévu, bien entendu, avant même le projet municipal. Mais je ne pouvais pas dire sur la table ce sur quoi j'allais me battre et me mobiliser. Me battre, c'est pas une bonne expression. Je suis dans l'exécutif de Damien Castelin et ce projet, on l'a porté au sein de l'exécutif métropolitain pour qu'il y ait un réseau de piscines digne de ce nom qui se trouve sur le territoire de la métropole. Wattrelos le justifie pleinement au regard justement de l'apprentissage de la natation des enfants et le fait que nous ayons aussi un club de haut niveau. Donc, vous étiez prêt à l'assumer vous-même, cette construction? Et avec quelles ressources? Si on n'augmente pas les impôts, on n'a pas d'autofinancement supérieur. Si on ne fait pas des économies, parce qu'à chaque fois qu'on dit on va surveiller ceci ou cela, vous dites ah non, ça c'est pas possible, ah non, ça c'est pas possible. Et vous croyez que c'est parce qu'on va mettre 100 LED de plus à l'éclairage public que ça va changer grand-chose? Je vous parle de millions, je ne vous parle pas de milliers d'euros. Rajoutez 3 zéros à votre analyse. Voilà, enfin, je sais pas, on va pas tout refaire. Ma présentation était exhaustive. J'ai entendu la vôtre. Honnêtement, la vôtre, elle rentre pas dans la mienne parce qu'on n'est pas, on joue pas le même jeu et on parle pas du même dossier. Moi, je vous parle d'une ville de 42 000 habitants qui a un budget de 55 millions et qui a des charges à assumer et qui a aussi du personnel à rémunérer, qui a des services à faire fonctionner, qui a une action sociale à conduire. Elle fait ce qu'elle peut. Moi, je vais raconter une anecdote. J'ai un collègue, un ami d'ailleurs, qui est le maire d'une ville en banlieue parisienne qui s'appelle Suresnes. À Suresnes, 360 hectares de surface. Nous, 1360 hectares. Il a 1000 hectares, nous avons 1000 hectares de plus à entretenir. Son budget à lui, 135 millions. Le budget de Wattrelos, 55 millions. Il a 10 000 habitants, j'en ai 42 000. Voilà. La réalité, c'est celle-là. C'est la répartition des finances des collectivités locales qui est différenciée. Je n'y peux rien. C'est comme ça. C'est aussi un héritage. Je rappelle qu'on a perdu la taxe professionnelle en 2002, qu'on vient de perdre la taxe d'habitation, même si pour l'heure elle est compensée, mais ça peut aller à l'aléa avec selon les gouvernements. La revalorisation des valeurs locatives, aujourd'hui, se fait sur une base inflationniste. Mais comme on ne veut pas qu'elle touche de trop la population, vous le savez, on a baissé le taux de taxe foncière l'année dernière et on va sans doute, je l'espère, nous l'espérons tous, le rebaisser encore un peu cette année. Et on essaye de faire tenir tout cela dans un équilibre, dépenses-recettes, niveau d'autofinancement, financé donc par l'épargne, les investissements, sans recourir de trop à l'emprunt, parce qu'on va réduire le stock d'emprunt tout en finançant les investissements nécessaires. Voilà, les choix vont être délicats. Je n'en disconviens pas. Les adjoints sont prévenus. Les semaines qui viennent vont être chargées en réunion, en mise au point. Mais moi, je présente l'équation financière. Elle est incontournable. Il y a 2 projets qui sont venus se mettre maintenant dans notre horizon. Je veux aider à reconstruire le centre social. On verra comment on le fait. Je veux aider à accueillir cette piscine, parce que franchement, nous serions les derniers des gloglos si on ne se mettait pas en situation de pouvoir accueillir la construction d'une piscine dans les conditions que je viens de vous décrire. Et je n'ai pas la réputation en la matière d'être un gloglo. Voilà. Donc, merci de votre contribution. J'enregistre qu'il n'y a pas d'autres demandes d'intervention. Néanmoins, je suis obligé, mes chers collègues, de mettre aux voix le fait qu'il y ait une délibération qui reconnaisse que le débat d'orientation budgétaire se soit tenu. C'est pas un vote sur le fond, vous le savez, pour les plus anciens et pour le petit nouveau, son voisin lui expliquera. Donc la réglementation impose donc que je vous consulte. Êtes-vous d'accord pour reconnaître que le débat d'orientation budgétaire a eu lieu? Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Oui, non.
Des abstentions? Non, donc il a bien eu lieu. Voilà, mes chers collègues, avant de clore la séance, je vous rappelle que vous pouvez consulter le registre synthétisant les décisions prises en vertu de l'article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales. Et je souhaite à toutes et à tous, ainsi qu'aux auditeurs qui ont eu la patience de nous écouter et de nous regarder jusqu'à cette heure-ci, de bonnes fêtes de fin d'année, en tout cas les meilleures possibles. Merci.